Alors bonjour à tous. Donc le sujet, comme on vient de l'annoncer, de la conférence, c'est la synchronisation des données avec un back-end et d'essayer de comprendre un petit peu les différentes stratégies. Donc comme il vient de le dire, ça va être un sujet un petit peu technique. J'ai essayé de le faire le moins technique possible, mais ceci étant dit, bon voilà. Alors rapidement en deux mots, on va parler de partage de données dans un contexte mobile. On va parler des différentes architectures et technologies qui peuvent être utilisées, en tout cas essayer d'en évoquer un certain nombre, avec respectivement leurs avantages et inconvénients. Et au-delà des considérations techniques, on va aussi essayer d'envisager un petit peu les impacts produits que ça peut avoir par rapport à vos apps. Mais avant ça, je vais très rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Grégory Luciana, je suis CTO et cofondateur de l'Unabi. Donc l'Unabi, on a commencé en fait dans le développement des apps mobiles en tant qu'éditeur de nos propres apps. Donc ça, c'était en 2009. On a fait nombreuses apps, dont OneSafe. Donc OneSafe, c'est un password manager. Là encore, c'est assez rigolo. Alors aujourd'hui, vraiment en 2 secondes, OneSafe, c'est une app qui est disponible sur iOS, Android. Donc nous, on a et sur Mac aussi. On a un business model payant upfront, donc c'est une app qui vaut entre 4,99 et 19 €. Et on a à peu près 2,5 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc en effet, on a eu quelques petits sujets autour de la synchronisation et de la gestion des données en général. Et la société s'est développée et en 2014, en fait, on a lancé une activité studio qui correspond globalement à de la création et du développement d'apps et du conseil produit en général qu'on donne à différents clients. Et là encore, pour dire, en résumé de tout ça, ça fait 7 ans qu'on développe des apps sur iOS et sur Android. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, dans des contextes très variés. Et on a fait et refait, on a beaucoup travaillé, on va dire, autour de la synchronisation de données à travers les apps. Alors, l'idée ici, c'est... je ne pensais pas arriver avec une liste de technologies à vous faire matcher en fonction des différents cas d'usage. Ce que je me suis dit, c'est... ce qui, moi, me paraît plus important au-delà de la technologie, parce que les technologies, ça évolue en fait très vite. Pardon. Mets le micro sur la bouche. Ouais. Ça évolue très vite. Tous les 6 mois, il y en a des nouvelles. Mais ceci étant dit, les questions fondamentales qui sont la base de vos choix en termes de design technique, en réalité, elles ont assez peu évolué au cours de ces dernières années. Et donc, à partir de là, les familles, après ça nous donne globalement des familles de technologies, et c'est ça pour moi qui est le plus important. Donc, le plus important tout d'abord, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions au regard du besoin de votre app. Donc là, j'ai essayé d'en mettre quelques-unes. La première, c'est bien évidemment quel type de données vous partagez. Est-ce que c'est des données plutôt user-centriques ou est-ce que c'est beaucoup plus général, type une app de réseau social, etc. Où là, il va y avoir des problématiques de sécurité tout à fait différentes. Ensuite, quelle est la typologie de la donnée, c'est-à-dire est-ce que c'est des apps très volatiles, des données très volatiles, type une app de news, ou au contraire des données plutôt statiques. De la même manière, il est important de considérer est-ce que j'ai des besoins offline, est-ce que mon application elle doit marcher dans des conditions de réseau dégradées ou pas. Voilà. Et enfin, j'ai rajouté un dernier point, c'est le real time. Donc ça, c'est bien en vogue en ce moment. Et là, la question, c'est de se poser, est-ce que j'ai des besoins real time dans mon app, c'est-à-dire plutôt des apps de type collaborative dans lequel il faut qu'instantanément, ce qui est fait sur un device soit disponible dans un autre. Voilà en gros ces questions. Et ce que je me propose, mon approche, là, ça va être de parcourir 3 cas très concrets pour, permettre d'évoquer différents types de stratégies et puis que vous voyez que ça soit le moins abstrait possible sur les grandes familles de technologies que vous pourrez utiliser. Donc tout d'abord, je vais commencer avec OneSafe rapidement. Ça a le mérite d'illustrer les technologies de type iCloud, Dropbox, Google Drive et compagnie. Ensuite, je vais passer sur une application qu'on a développée aussi qui s'appelle Profifix, quelque chose en 2013. Donc là, les besoins étaient un peu plus complexes.
Et donc dans ce cadre-là, on avait besoin de, enfin, on a utilisé un backend as a service. Donc ça me permet d'illustrer un petit peu ce genre de technologie. Et en l'occurrence, c'était Parse. Et enfin, je vais finir parce qu'on est aux AppDes avec l'app des AppDes qu'on a réalisé à cette occasion, plus pour illustrer des technologies type Realm et Realm Server. Alors tout d'abord, OneSafe en 2 mots, je vais être très rapide. Donc un password manager, ça permet globalement de sauvegarder vos passwords, mais aussi carte de crédit, passeport, etc., dans un contexte sécurisé. Voilà. Et donc assez rapidement, alors si je reprends historiquement, en fait, OneSafe, on l'a sorti en 2011. Au tout démarrage, c'était pas synchronisé. En réalité, on a eu vraiment une approche mobile first. Donc on est arrivé en premier sur les stores via une application iPhone. Mais bien évidemment, très rapidement, on a eu la problématique de synchroniser les données. Et donc là, c'est posé à nous, on va dire, 2 grandes catégories. La première, c'était de créer nos serveurs pour synchroniser toutes ces données. Donc à l'époque, au bout de 6 mois, on avait quelque chose comme 100 000 utilisateurs. Donc il y avait déjà un vrai sujet en fait à faire ça. Et puis la deuxième approche, c'était de dire bon, on va s'appuyer sur les technologies type Dropbox, iCloud, etc. pour permettre de gérer la synchronisation. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, et c'est un point important que j'aimerais évoquer, c'est là par exemple dans le choix entre le côté serveur et ce type de technologie, bien évidemment, il y avait un rapport avec notre business model. Donc, notre business model, c'était un business model, on vendait l'application upfront à 4,99. Enfin, le prix a varié un petit peu au cours du temps, mais on n'avait pas un modèle récurrent en termes de revenus. Donc, la chose importante, c'était hors de question pour nous d'avoir un profil de coût récurrent. Et en fait, avoir ses propres serveurs, les maintenir, les upgrader, etc., ça coûte. Voilà. Donc je vais continuer. Donc très rapidement, ce que je vous disais, c'est qu'on a commencé avec une structure, avec une architecture, mono-device. Donc là, on est dans un cadre iOS, donc en utilisant une base de données qui s'appelle Core Data, qui est la techno Apple en fait. Donc ensuite, pour vous faire un petit peu l'histoire et que vous compreniez un petit peu, est sorti iCloud. Donc là, on était à WDC à l'époque, c'est sorti en 2011, c'est ça. Donc Apple est arrivé avec 2 technologies sur iCloud. D'une part, une technologie qui était censée marcher avec Core Data, et puis une deuxième sur les fichiers. Donc bien évidemment, dans notre cas, on s'est dit, bah, super, on a déjà fait du Core Data, on va activer un petit booléen et tout seul, ça va se synchroniser. Bon, dans la pratique, ça n'a jamais marché. Donc au début on a attendu un petit peu, c'est resté en bêta. Pour l'histoire, c'est resté en bêta très longtemps chez Apple et ils ont finalement déprécié cette technologie cet été. Et avec pas de vrai remplaçant en fait. Il y a d'autres technologies chez Apple, dont CloudKit, mais c'est pas équivalent. Donc voilà, donc ça c'était une première mauvaise expérience. Très vite, on est reparti sur les technologies plus classiques entre guillemets à l'époque. Donc c'était de la synchronisation de fichiers. Donc là, à peu près tous les providers, donc là j'en ai cité 3, mais en réalité, à peu près tous les providers cloud du monde font ça, permettent de synchroniser des fichiers. Donc d'un point de vue technique, l'impact, ça a été de dire on a gardé notre base de données Core Data. Dessus, on a juste ajouté un niveau pour permettre une couche fichier, j'allais dire. Donc en fait, il y avait un service qui en back-end, en background, mettait à jour une représentation fichier de nos données. Et une fois qu'on avait atteint ce niveau-là, bien évidemment, c'était très facile de se plugger à peu près n'importe quelle plateforme. Donc voilà, et puis après, rapidement, 2 ans plus tard, la plupart des providers sont arrivés dans une approche object-based. Donc globalement, c'est la même histoire, c'est sauf qu'au lieu d'avoir des fichiers, on a des objets. La granularité de synchronisation est plus fine et ça permet aussi de simplifier l'architecture vu que la couche fichier a disparu. Donc là, voilà. Et là, typiquement, chez Apple, on est dans des technologies type CloudKit. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu de contexte. Donc si j'essaie de résumer ce premier type d'approche, donc là, on parle de la synchronisation de données dans le cadre d'un utilisateur. C'est l'essentiel de OneSafe. Globalement, je gère mes mots de passe et je vais les retrouver sur l'intégralité de mes devices.
Donc, utiliser ce type de technologie, alors, j'ai marqué super convenient. Même avec du recul, on a trouvé ça plutôt bien. L'énorme avantage que je n'ai pas mentionné jusque-là, mais c'est la problématique de scalabilité. Avec OneSafe, on a eu à de nombreuses reprises, on a été featuré sur Store. Et la problématique de ce moment-là, c'est que d'un seul coup, le nombre de downloads s'envole. L'avantage avec ce type de technologie, c'est que tout s'est bien passé. On a passé un bon week-end et il n'y a pas eu de problème. Dans d'autres scénarios où on avait nos propres serveurs, ça ne se passait pas tout seul. Voilà. Après, bien évidemment, d'un point de vue choix de ces différents providers, ça paraît assez naturel de fournir les providers qui sont natifs à la technologie dans laquelle vous développez. Donc, si vous êtes sur Apple, ça va être de l'iCloud, sur Dropbox, sur Google, vous allez utiliser des techno Google. Mais là, on a mentionné que Dropbox, pour nous, a été une solution aussi intermédiaire qui permettait justement le bridge multiplateforme. Alors, j'ai mentionné aussi un inconvénient, quand même, là encore, pour lier au business model, c'est que dès lors que vous utilisez ce type de technologie, vous ne pouvez pas les monétiser. Donc, dans notre cas, ça s'est bien passé. On a une app payante upfront et il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, vous imaginez une app gratuite et votre but dans la vie, c'est de monétiser le fait de synchroniser les données, ça, c'est pas possible. Donc là, Apple et Dropbox interdisent ça, ce qui est absolument cohérent quand on y réfléchit un peu plus. Mais donc, c'est un impact direct sur le business model. Voilà. Alors là, je vais passer à un deuxième cas. Donc, très rapidement, Professor Fifix. J'ai choisi cette app, c'est une app qu'on a sortie en 2013. Alors, très rapidement, l'idée, c'était d'avoir un serious game qui permette aux enfants de 7 à 11 ans de s'améliorer dans les matières fondamentales, français, anglais, maths, etc. Donc, pour comprendre un petit peu la structure, plus d'un point de vue technique, c'était d'une part un gros moteur d'exercice. Donc là, c'était quelque chose comme 30 à 40 000 questions. Ces 30 à 40 000 questions, il fallait, les synchroniser, parce que le type de données était assez dynamique, dans la mesure où à l'époque, on travaillait avec plusieurs instituteurs qui travaillaient de manière collaborative et faisaient évoluer ces questions au fur et à mesure, et il était hors de question de sortir une app sur chaque nouvel exercice. Ensuite, il y avait une problématique d'offline, c'est-à-dire bien évidemment dans les classes d'être capable d'accéder aux données quand bien même les conditions Internet n'étaient pas très bonnes. Et de la même manière, quand les élèves, par exemple, donc c'est un moteur d'exercice, on répond à des questions, etc. Et de l'autre côté, il fallait récupérer les résultats des questions. Donc toute la problématique d'être capable de travailler offline, ce n'était pas simplement d'avoir les données, mais d'être aussi capable d'envoyer les données quand bien même le réseau disparaît, donc être capable de les envoyer après, etc. Et de l'autre côté, on avait une partie plus destinée aux parents qui permettait de suivre les résultats de leurs enfants, etc. Donc en web. Bref, tout ça pour dire que là, on ne pouvait pas faire ça avec Dropbox. Et là, dans le contexte de la classe, ça n'aurait pas été très opportun. Donc on a fait le choix de l'utilisation d'un backend as service. Donc en deux mots, c'est quelque chose qui est devenu plutôt à la mode dans les années, il y a 2-3 ans. L'idée, c'est de fournir comme un service, donc quelque chose qui s'achète à l'unité, toutes les briques élémentaires d'un backend. Donc dit autrement, en faisant ça, en fait, on n'a jamais écrit une ligne de code en backend. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré son nom d'utilisateur, on a créé un compte et ça y est, on avait de la technologie qui marchait et qui globalement permettait de récupérer les données, de tous les services qu'on peut imaginer, de l'authentification à l'envoi de mails, etc. Donc voilà, donc à l'époque, on a fait ce choix de Parse. Ça nous a semblé la plateforme à l'époque qui correspondait le plus à nos besoins. Donc par rapport à créer son propre serveur, bien évidemment, pour nous, c'était beaucoup plus intéressant dans la mesure où c'était très économique.
Donc le type d'offre qui était proposé en général, c'était gratuit jusqu'à un certain niveau et puis ensuite proportionnel au nombre de transactions. Et en particulier Parse, à cette époque-là, était assez... Enfin, ce que moi, en tout cas, j'aimais chez Parse, c'est que c'était très simple de compréhension. Parce que si vous créez un back-end from scratch avec différentes stacks techniques, c'est assez difficile d'arriver à se projeter et à dire ça va me coûter tant ou tant, surtout au départ, tant qu'on n'a pas un certain nombre d'utilisateurs et qu'on n'a pas le retour. Donc là, c'était facile. Ensuite, il y avait honnêtement une documentation qui était géniale. Donc nous, on a aimé. Il y avait ils offraient des cloud functions, donc ça permettait de mettre un petit peu de business logic au niveau du serveur. Et là, on en avait besoin, donc c'était sympa. Ça nous paraissait une technologie assez durable à l'époque parce que Facebook venait de racheter Parse. Donc depuis, il y a eu quelques changements. S'il y a des développeurs ici parmi vous, vous devez le savoir. Donc au début de l'année, Facebook a finalement arrêté le support de Parse. Mais heureusement, ils l'ont passé en open source. Et donc après quelques mois de questionnement, maintenant, il n'y a pas quand même trop de questions là-dessus parce que c'est un projet qui est super actif. Donc quelque part, bon, on a perdu donc Facebook n'héberge plus, donc maintenant concrètement il faut monter son propre serveur à partir du soft de Parse, mais par contre ça marche toujours très bien. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, l'avantage c'est qu'on contrôle tout. Voilà, donc si je reprends rapidement pour vous donner la big picture sur le type d'archi, donc là l'archi c'est très simple, c'était juste pour résumer, donc voilà tout ce que Parse nous a offert en fait. C'était la gestion des données, toute la gestion des droits. Donc, comme vous avez compris, l'application Fifix avait plein d'interactions. Un professeur pouvait voir un certain nombre d'élèves dans certains contextes, les parents, etc. Donc il y avait tout un niveau gestion des droits, donc c'est ce qu'ils appellent ACL. Ça offre aussi un dashboard permettant de voir toutes les données qu'il y a dans le back-end et ça immédiatement, donc c'est assez sympa. Ça gère aussi les push notifications, un petit peu d'analytics, etc. Bref, et donc là pour le coup, on a quand même gardé une petite base de données pour gérer le concept offline. Mais au fil des années, Parse a même fourni un certain nombre de briques qui permettent, en tout cas dans la plupart des cas, d'enlever ce niveau de base de données. Voilà. Donc si j'essaie de résumer ce cas d'usage, donc c'est un cas un peu plus complexe dans lequel on a besoin d'un back-end. Donc après, nous, on recommande l'utilisation d'un back-end as service. Alors, ce n'est pas obligé que ce soit Parse. Il y a plein de gens, et des gens bien, qui font des back-end as a service. Et maintenant, si je devrais résumer pour des gens, si ça vous intéresse de partir sur Parse aujourd'hui, pour nous, Parse, on y croit toujours. C'est bien. Mais je donnerais juste 3 petites recommandations aux gens qui se lanceraient dans Parse aujourd'hui. Parce qu'on a fait pas mal d'applications. On a dû en faire une quinzaine à peu près basées sur Parse, qui tournent à différentes échelles. Les cloud functions, c'est très séduisant, parce qu'en gros, ça permet de mettre de la business logic au niveau serveur assez facilement. Par contre, n'en abusez pas, parce que d'un point de vue perf, ça scale pas très bien. Voilà. Donc c'est juste mon premier point. Le deuxième, c'est contrairement aux apparences, en fait, Parse, on a un dashboard, on a l'impression qu'on a un modèle de données assez relationnel. En fait, pas du tout. Le back-end de Parse, derrière Parse, c'est du NoSQL. Donc ça, l'impact, mon conseil, c'est penser le modèle de données vraiment le plus flat possible, comme si vous designez sur du NoSQL, parce que sinon, en fait, la problématique arrive à la montée en charge, en fait. Voilà. Et mon dernier point, c'était juste en termes de sécurité. Donc la sécurité sur ce genre de système, c'est important. Il y a tout ce qu'il faut pour la gérer bien. Maintenant, c'est très lié au design initial de la modélisation. Donc mon point, c'est juste, commencez pas sans avoir en tête vos problématiques de sécurité, mais intégrez-les dès le début de la conception du modèle. Voilà. Mais s'il y a des gens qui veulent attaquer un petit peu Parse, je serais ravi après d'en discuter. On a un petit peu d'expérience, et entre autres sur la migration des systèmes. Voilà. Alors maintenant, ma troisième app, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc c'était les AppDes. Donc très rapidement, là on est dans un cadre un petit peu différent. C'est une app assez simple en termes de fonctionnalité. La plus grosse partie des données sont statiques et il faut être capable, par contre, de les accéder de manière offline.
Donc c'est assez simple. Donc on a fait une architecture assez simple. Alors historiquement, il existait déjà une app web, donc on s'est connecté à une API REST standard. Par contre, ce que je voulais mentionner, c'est qu'on a utilisé du Realm en termes de base de données. Donc ça, c'est l'app de base de données qu'on utilise depuis 1 ou 2 ans sur la plupart de nos apps. Ça marche très bien. C'est une des bases de données les plus populaires aujourd'hui. Donc si vous ne l'utilisez pas, posez-vous peut-être une question. Et ça marche bien parce que c'est cross-platform, parce que c'est simple d'utilisation, et j'allais dire parce que aussi c'est open source, donc il y a plein de choses qui se passent autour de ça. Donc jusqu'à là, pas de grosses de choses exceptionnelles. Donc dans le cadre de ces démos, j'avais envie de pousser un petit peu plus loin et j'avais envie de parler de real time. Donc j'ai codé une petite démo. Donc par contre, c'est juste disponible sur iOS. Donc si vous allez dans l'application AppDez et que vous allez dans Partner Lunabi, vous avez caché un petit bouton Wall Demo. Donc je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça correspond. Mais l'idée, c'était d'illustrer un petit peu des problématiques real-time. Donc là, j'ai juste ajouté ce qui s'appelle un Real-Time Object Server. Donc c'est quelque chose que Realm a sorti il y a à peu près 1 ou 2 mois. C'était en septembre. Ça n'a pas forcément fait beaucoup de bruit, mais de mon point de vue, ça va être, c'est une bombe. Donc c'est juste un petit service qui permet simplement de synchroniser 2 bases de données en temps réel. Mais ce simplement, beaucoup de gens ont essayé de le faire avant et ça, c'est pas si simple que ça. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer la démo et ensuite vraiment 3 lignes de code pour vous montrer qu'il n'y a pas de bullshit. Enfin, je suis pas en train de vendre du Realm, mais il y a des choses sympas de ce côté-là. Donc techniquement, la manière dont ça marche, donc il gère tout ce qui est conflit de manière automatique, et ensuite un des axes pour gérer le real-time en réalité, c'est des WebSockets bidirectionnels, et ça marche plutôt pas mal. Alors là, je vais essayer de lancer la démo. C'est parti. Donc bon, je voulais la faire en vrai, mais c'était un petit peu compliqué, donc j'ai juste fait un petit film. Donc là, on voit en fait sur la gauche et sur la droite 2 apps qui représentent les AppDez, donc c'est 2 simulateurs. Et au milieu, une console qui permet de voir en fait le back-end. Donc là, pour la démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit back-end, vraiment la plus petite instance Amazon que j'ai hébergée aux États-Unis pour être loin, donc il n'y a pas de bluff. Donc là, vous voyez, on vient d'écrire un message, instantanément, il s'est propagé sur mes 3 apps qui, a priori, sont connectées aux US. Donc là, on va le voir. Voilà, donc honnêtement, c'est instantané. Et on voit aussi que, bien évidemment, ça a des impacts dans le back-end de la même manière. Donc là, je fais un petit peu joujou avec les différentes données. Donc je vais détruire une ligne. Attention, hop, c'est parti, ça a disparu. Je vais rajouter un petit peu de texte. Donc ce que je vous propose de faire, si ça vous intéresse, c'est de vous amuser. Vous pouvez aller dans l'app des AppDez et jouer et rajouter vos propres commentaires. Vous allez voir, ils vont se partager en live. Donc là, ce qui est assez sympa, c'est qu'à la fois, ça gère la synchronisation de manière automatique, mais aussi ça abstrait toutes les problématiques de réseau. Le réseau est là, le réseau n'est pas là, c'est pas grave, ça continue, ça marche exactement de la même manière pour le développeur d'app. Et le réseau revient, ça se synchronise immédiatement. Donc ça, c'est une belle promesse. Donc oui, je vous avais dit que j'allais montrer rapidement et que c'était un peu geek. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail exact. Mais globalement, c'est juste pour vous montrer qu'il y a très très peu de lignes de code. Et pour ceux que ça intéresse, on peut en discuter. Donc là, c'est toutes les lignes de code qui correspondent à la list view qu'on a vue, qui est le nombre de messages. Donc globalement, en gros, c'est 3 lignes de code pour de vrai qui récupèrent les objets, qui les synchronisent et qui les affichent. Ensuite, ça, c'est le code qui permet d'envoyer un message. Donc là, c'est pareil, c'est quelques lignes de code. On crée un objet et on l'ajoute à la base de données. Voilà. Et enfin, là, c'est toute la configuration du moteur de synchronisation. Donc globalement, une ligne qui dit juste j'ai une URL de mon serveur de synchronisation, où c'est que je stocke mes objets localement, et enfin, quel type d'objet je synchronise. Voilà. Donc tout ça pour dire, si j'essaie de résumer un petit peu ce slide qui était là un petit peu pour parler de real-time, c'est qu'aujourd'hui, il existe des vraies solutions autour du real-time. Et Realm en est une, mais il y en a d'autres. On en a parlé tout à l'heure dans la salle sur d'autres types de techno. Alors ça paraît assez magique. Bon, c'est des technologies assez jeunes, donc il faut peut-être se donner un petit peu de temps.
En tout cas, si vous avez ce genre de problématique, je vous invite à suivre ces gens-là. Voilà. En gros, voilà le point sur ça. Et alors, si j'essaie de conclure sur la présentation en général, je dirais juste, avant de copier les technologies ou de dire juste telle ou telle personne utilise cette technologie et donc je vais utiliser la même, posez-vous vraiment la question de pourquoi, en fait, enfin, posez-lui la question de pourquoi il utilise cette technologie. Parce que là, on a juste illustré sur 3 apps différentes, 3 types de technologies, et elles ont toutes leur raison d'être. Et chacune a ses avantages dans sa catégorie. Donc, mon point, c'est qu'il n'y a pas de solution, de réponse magique. Il faut juste se poser les bonnes questions, et j'espère que les quelques questions qu'on a mis avant et cette présentation vous aura aidé un petit peu dans cette démarche. Voilà. Donc bien évidemment, apprenez des autres, et bien évidemment, si vous le souhaitez, on sera heureux de partager un petit peu nos expériences. Voilà, merci. Merci Grégory.